Alors on accueille dans ce panel un certain nombre de représentants du monde de la santé. Parmi nous, on a Nicolas Salvi, qui est directeur des ressources humaines du CHU de Reims, qui représente la conférence des DRH de CHU. Armelle Drexler est directrice des affaires médicales du CHU de Strasbourg. Elle sera avec nous pour quelques minutes. Représentant les DRH des centres hospitaliers, Aurélien Stival, directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Pour la direction des ressources humaines des CHS, Marie-Cécile Mosselin. Pour quelques jours encore, directrice des ressources humaines de CH Sainte-Anne. Directrice des affaires médicales d'un centre hospitalier, Fanny Martin-Borne, d'IRAM à Versailles. Et représentant les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Emeline Lacroze, de l'Institut du Val-Mandé. Première question tout de suite, Armelle. Oui, donc une question pour la DGOS, puisque Mathias a parlé effectivement du plan d'action pour l'attractivité médicale à l'hôpital public, que tout le monde a bien en tête. Ce plan reposait notamment sur un financement lié à l'encadrement des dépenses d'intérim. Où en est-on et quelles sont les mesures qui sont prévues et à quelle échéance? Alors, oui. Alors effectivement, c'est d'abord une disposition qui figure dans la loi de modernisation de notre système de santé, donc qui prévoit la nécessité d'encadrer les dépenses d'intérim, et donc qui a été reprise dans le plan d'action pour l'attractivité. Donc ça nécessite donc la prise d'un décret qui encadre de deux manières, en fait, qui va encadrer et sécuriser de deux manières le recours à l'intérim médical. C'était l'objectif initial, donc ça va le faire. Effectivement, ça visera à caper le montant qu'un établissement sera susceptible de payer à une entreprise d'intérim pour une journée de mise à disposition d'un médecin intérimaire qui intégrera, évidemment, ces honoraires seront all-inclusive, c'est-à-dire que ça intégrera la rémunération qui sera versée au médecin, la partie liée à la suggestion, à la participation, à la permanence de soins si c'est le cas, les charges sociales, le quantième des congés payés et de l'indemnité de fin de contrat. Ce dispositif, nous l'avons donc concerté au début de l'année 2017. Il rentrera en vigueur de manière progressive, c'est-à-dire que la question a été posée de savoir si on allait fixer le plafond dès fin 2017. Je vais venir après sur la question du calendrier de publication. Dès fin 2017 ou tout début 2018, ou s'il était nécessaire pour que le système, dans toutes ses composantes, les sociétés d'intérim, mais aussi vis-à-vis des établissements, s'adapte progressivement. Et donc, ce qui a été retenu dans la version du texte tel qu'il a été validé, c'est qu'en fait, le plafond qui sera fixé soit atteint au bout de la 3e année. C'est-à-dire qu'il y aura un plafond qui sera fixé avec une tolérance, entre guillemets, de dépassement de 20% de ce plafond la première année, de 10% la 2e année, pour arriver la 3e année à respecter le plafond tel qu'il sera fixé par arrêté. Donc on sera, dès la publication du texte, le plafond sera connu par tous les acteurs, et ensuite il y aura donc cette tolérance pour arriver à respecter le plafonnement des dépenses d'intérim à partir de N+2. Concrètement, dans la mesure où le texte est aujourd'hui, je vais revenir ensuite sur d'autres dimensions qu'il contient, il est aujourd'hui en examen au Conseil d'État. On imagine qu'il est susceptible logiquement d'être publié d'ici à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Ça veut dire que cette trajectoire, en sifflet, devrait être une trajectoire 2018, plafond plus 20%, 2019, plafond plus 10%, 2020, respect strict du plafond. Et je vous disais que dans le cadre de l'encadrement ne porte pas que sur la dimension budgétaire ou financière
de la mission d'intérim, puisque le texte va également, tel qu'il a été concerté, prévoir que les sociétés d'intérim devront présenter à l'appui des contrats de mission 2 attestations importantes. Une première attestation qui certifiera que le professionnel qui est mis à disposition de l'établissement a bien respecté les dispositions relatives au repos de sécurité en amont de la mission qu'il effectue. En gros, pour éviter que des professionnels basculant d'un établissement à l'autre, qui ne pourraient donc pas suivre son parcours d'exercice, n'enchaînent les missions les unes après les autres, et une attestation, par ailleurs, selon laquelle il est bien autorisé à exercer en mission d'intérim, c'est-à-dire qu'il n'est pas, par ailleurs, sous un statut d'emploi public, qui est une disposition dont vous percevez toute la portée et qui, par parenthèse, s'appliquera aussi, puisque le texte, et je terminerai là, le texte ne porte que sur l'encadrement des dépenses d'intérim via des sociétés d'intérim, mais cette mesure portera aussi sur l'attestation à produire pour les recrutements de gré à gré qui seront faits par l'établissement, puisqu'on sait que l'intérim, il est pourvu à la fois en ayant recours à des dépenses, à des sociétés d'intérim, mais aussi parfois dans des recrutements de gré à gré entre un établissement et un professionnel. Merci Mathias. Donc probablement un texte publié avant la fin d'année. C'est l'objectif. Avant les fêtes de fin d'année, on a la rentrée du 1er novembre, et donc je passe la parole à Fanny Martin-Borne de Versailles. Oui, une question donc pour M. Alberton. Donc, vous avez abordé le sujet de la réforme du 3e cycle des études médicales. Il est vrai que cette réforme a eu un impact très important depuis le dernier semestre sur les centres hospitaliers généraux, avec souvent une diminution du nombre d'internes affectés au sein des services de médecine, donc des centres hospitaliers, et en particulier des internes de médecine générale. Donc, est-ce que vous avez déjà pu réaliser une première évaluation de cet état, enfin, faire un état des lieux? Et je voudrais savoir comment est-ce que les centres hospitaliers seront associés effectivement aux mesures, notamment correctives, que vous avez pu évoquer en cas de dysfonctionnement. Alors, ce sujet-là, c'est un sujet qui est un sujet... qui est un sujet ennuyeux, parce qu'en plus, ça n'est même pas un cône d'ombre. C'est-à-dire que la question de l'équilibre de la réforme, c'est une question qu'on a eu présente à l'esprit depuis le départ, depuis le début, depuis qu'on a rédigé avec le ministère de l'Enseignement supérieur le projet de décret qui pose l'architecture de la réforme du 3e cycle, et tout au long de l'élaboration et de la concertation des 2 arrêtés qui sont parus au mois d'avril. J'avais eu l'occasion de dire, lorsqu'on a fait une réunion de mobilisation au ministère de la Santé le 5 mai dernier, que les textes étant produits, maintenant, quelque part, notre job était fini, c'était un peu provocateur, et on passait la main aux acteurs locaux, puisque l'enjeu devenait désormais celui de l'appropriation, de la déclinaison et donc de la mise en œuvre au sein des subdivisions et des régions par l'ensemble des acteurs. Sur la base des principes posés, encore une fois, par le décret et par les arrêtés, dont nous nous étions assurés qu'à quelques exceptions près, il ne porte pas, qui se justifiait pour des raisons médicales de formation, qu'il ne porte pas de déséquilibre entre les stages à réaliser en CHU et les stages réalisés en CH. De 2 manières différentes. La première des manières, c'est que dans chaque maquette, on s'était assuré, je ne sais pas si vous l'avez regardé, que soit prescrit un nombre minimum de stages en CHU et un nombre minimum de stages hors CHU pour avoir des cliquets qui garantissent cet équilibre de formation, sachant que le nombre minimum de l'un et le nombre minimum de l'autre ne faisaient pas le nombre total. Je vais prendre un exemple. Pour une maquette en 5 ans, donc 10 stages, on pouvait avoir 4 stages minimum en CHU, 3 stages minimum en CH, et après, selon les environnements, selon les contextes, selon les parcours de formation, les choses pouvaient s'adapter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on sait notamment pour ce qui concerne la question de la phase socle, celle qui commence maintenant, on s'était assuré que de manière juste nécessaire, des stages obligatoires en CHU et dans la spécialité soient prescrits, pour éviter en fait des effets de déséquilibre. Et je vous le dis, a été posée à un moment donné dans la réforme la question de se dire, est-ce que désormais que le 3e cycle sera organisé en 3 phases, il serait souhaitable de considérer qu'il y a des typologies d'établissements
retenues pour les internes de phase 1, de phase 2, de phase 3. Exemple, CHU en phase 1, CH en phase 2, CHU en phase 3. Et tout le monde a considéré à ce moment-là qu'il n'était pas souhaitable, qu'il était souhaitable de maintenir une certaine forme à un moment donné de compagnonnage, y compris au sein des internes, et avoir plutôt de la mixité que de l'homogénéité absolue, n'avoir que des jeunes internes ou que des vieux internes. Donc à partir de ce moment-là, les maquettes, elles ont aussi été faites en tenant compte de ce parti pris de départ. Ce que nous constatons, en tout cas ce sur quoi nous avons été alertés, c'est que, alors que rien dans les maquettes, et ça j'insiste, et ça a été redit au président des conférences de directeurs et de présidents de CME de CH, la réforme n'a pas vocation à déséquilibrer la formation entre CHU et CH. Il n'y a pas moins d'internes en formation au 1er novembre 2017 qu'il n'y en aura au 30 octobre. Donc à un moment donné, il n'y a pas de raison, sauf des raisons liées à un moment donné à des comportements d'acteurs, je ne dirais pas de dévoiement, mais en tout cas de surinterprétation de maquettes. Et donc, alerté par ça, la ministre a à la fois a répondu au président des deux conférences, mais a aussi indiqué que, et c'est parti de la directrice générale de l'offre de soins, nous demandions aux directeurs généraux d'ARS de procéder à un examen extrêmement attentif de la préfiguration de l'offre de soins, de l'offre de stage, pardon, pour le 1er novembre 2017 en phase socle, par rapport à l'offre de stage d'il y a un an, pour voir si, là aussi tout l'intérêt de l'objectivation, si et dans quelle proportion et pour quelles raisons il y aurait des déséquilibres induits liés à des surinterprétations de maquettes. Je donne un exemple. On a eu des coordonnateurs de spécialité qui ont dit qu'ils n'agréeraient de stage qu'en CHU parce que dans la maquette pour la phase socle, il était marqué qu'il y avait initiation à la recherche. Et qu'au motif de cette initiation à la recherche, cette initiation ne pouvait avoir lieu qu'en CHU. Et donc là, et en évoquant la possibilité que si c'était nécessaire, effectivement, des commissions d'agrément soient reconvoquées pour à un moment donné pallier au déséquilibre induit. J'ajoute, et je termine là-dessus, que dans le cadre de la réforme, vous savez que la place des centres hospitaliers a été reconnue dans un certain nombre d'éléments de comitologie relatifs à la gestion de l'internat en région, et qu'il est vraiment important, même si ce n'est pas simple dès le début, mais qu'il est vraiment important que les représentants des CA, je pense, on en a parlé un petit peu avec Marie, avec le concours de la FHF, peut-être des délégations régionales, s'approprient, utilisent ces places et soient vraiment pleinement acteurs. J'évoquais le fait de tisser des relations nouvelles entre l'ensemble des acteurs responsables de la gestion de l'internat en région, mais c'est une place qu'il faut savoir prendre parce qu'elle est justifiée et il faut que les CH, les représentants des CH l'occupent. Alors, message entendu, Mathias, la FHF sera heureuse de participer à la mise en œuvre de la réforme du 3e cycle, à sa comitologie, notamment en région. Mais peut-être, Mathieu, une question pour... On l'a vu avec le baromètre il y a quelques secondes, la très forte contrainte budgétaire qui pèse sur les établissements. Nicolas avait une question sur ce point. Oui, on l'a vu avec le baromètre FHF OBA sur les enjeux RH, que la maîtrise de la masse salariale était toujours une préoccupation majeure des DRH. Alors c'est vrai qu'on a perçu que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie progresserait de 2,3% par rapport à 2017. On sait qu'en parallèle, au regard de l'évolution tendancielle de nos charges, qu'on a une augmentation de charges de l'ordre de près de 4,5%. Donc l'idée pour nous est de bien percevoir quels sont... il y a un effort d'économie qui est à prévoir, hein, de près de l'ordre de 4 milliards, notamment avec 1,2 milliard pour les établissements de santé. Comment, justement, dans ce cadre-là, où on a connu des revalorisations de nos professionnels, que ce soit le point d'indice, le protocole PPCR ou encore les revalorisations sur le personnel médical, comment on peut envisager aujourd'hui la réalisation de ce plan d'économie dans le cadre de nos établissements et quel accompagnement de la DGOS sur ce sujet? C'est DGOS? Moi, je croyais que c'était Action et Compte Public. Donc je m'apprêtais à passer la parole. Non, alors là, honnêtement, je suis un peu embêté pour vous répondre. Non, pour deux raisons. Pour deux raisons. Un, toutes les... Enfin, je connais un peu le sujet, mais si vous voulez, toutes les questions liées à
aux campagnes budgétaires et à la tarification, à la préparation de la construction de l'Ondam et à la préparation de la campagne tarifaire, c'est pas mon rayon, c'est pas dans le périmètre de ma sous-direction et c'est pas forcément les sujets sur lesquels je suis le plus pointu et le plus légitime. Donc ça, c'est voilà. Deuxièmement, ce que je peux vous dire par contre quand même, c'est que aujourd'hui, je ne peux pas répondre, on ne peut pas répondre, et je ne pense pas que par ailleurs la directrice générale répondra plus tout à l'heure, sur quel accompagnement et quel encadrement concernant, quel dispositif d'encadrement ou non concernant la masse salariale dans le cadre du plan ONDAM, enfin de l'ONDAM 2018 et éventuellement d'une démarche pluriannuelle. Ce qu'on sait, ce qu'on connaît, c'est le régime qui a été mis en place pour le plan ONDAM, si je ne dis pas de bêtises, 2015, 2016, 2017. Voilà, le triennal qui s'achève, et ce qui aujourd'hui n'a pas fait l'objet, encore en cours de discussion et d'arbitrage, qui n'a pas fait l'objet d'annonce, c'est effectivement quelle sera la trajectoire, quelle pourrait être cette trajectoire, et surtout dans quelles conditions, entre guillemets, je sais pas ce qu'il fallait entendre par accompagnement, si encadrement, enfin si fixation de taux d'encadrement de la masse salariale, d'objectifs d'encadrement de la masse salariale, si vous mettez ça dans la catégorie de l'accompagnement, je ne sais pas, ou si vous aviez d'autres choses en tête, mais en tout cas, c'est pour ça que je dis que je suis un peu gêné pour répondre, parce que je ne peux pas, mais c'est même pas que je ne veux pas, c'est que c'est pas encore des choses qui sont pleinement arbitrées. Ce qu'on connaît effectivement, c'est globalement, c'est ce que vous avez évoqué, qui a été présenté devant la Commission des comptes de la Sécurité sociale la semaine dernière, et c'est ce qu'on peut imaginer, c'est un effort effectivement d'économie qui est assez proche de celui qui a été demandé aux établissements pour l'année 2017. Merci beaucoup. Dans son discours, Frédéric Valtou avait appelé à l'ouverture de nouveaux espaces d'autonomie de dialogue social au niveau des territoires de santé. C'est aussi une thématique que l'adresse travaille au travers de la question des élections professionnelles. Aurélien Stival avait une question pour la DGAFP. Oui, on en a parlé tout à l'heure concernant le recours au vote électronique qui a été acté pour les prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Pouvez-vous nous apporter des réponses quant aux modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif, eu égard au retour d'expérience dont vous disposez dans la fonction publique d'État et territoriale qui ont déjà eu recours à ce dispositif? Oui, effectivement. Donc il faut savoir que du côté de la fonction publique de l'État, alors seuls quelques ministères ont eu recours au vote électronique en 2014. Ça nous a conduit à les interroger. Il ne s'agissait pas de n'importe quel ministère. Il y avait le ministère de l'Éducation nationale, des établissements, Institut Mines Télécom, Orange, La Poste, et des expérimentations au ministère de l'Intérieur. Donc on a fait un petit retour d'expérience, au cours duquel ceux qui ont été amenés à piloter ce chantier ont invité leurs collègues des autres administrations à prendre garde à la composition de l'équipe projet chargée de monter le vote électronique, d'organiser le vote électronique. Contrairement aux équipes qui organisent le vote sous format papier, ils ont pu indiquer qu'il s'agissait de personnel plus qualifié, avec une coopération complète entre les DSI, enfin les informaticiens, les RH, les juristes, j'en oublie. Donc une dimension équipe pluridisciplinaire experte à monter pour pouvoir faire aboutir correctement ce chantier. S'y prendre suffisamment tôt, anticiper. Ça demande plus de temps de préparation que l'organisation d'un vote papier. Le cahier des charges à stabiliser, on a pu le partager avec la DGOS pour, dans le cadre des partages des bonnes pratiques et des logiques de fertilisation croisée. Donc, bien travailler sur le cahier des charges. Une fois que le prestataire, qui doit être bien choisi, est choisi, l'associer à toutes les étapes du projet, de manière à ce que toutes les évolutions qui seront demandées soient bien comprises. Sachant que des évolutions, ça coûte cher. Donc ce que je recommanderais, c'est de vraiment penser un peu en avance de phase à ce dont vous aurez besoin. De quoi aurez-vous besoin?
nécessairement, vous allez en parler avec les organisations syndicales pour que ça se passe bien. Comme je l'évoquais lors de mon petit discours, c'est un moment de démocratie sociale auquel tout le monde tient et voilà, où tout le monde a comme objectif que ça se passe bien. Donc je crois qu'il y a vraiment une approche gagnant-gagnant à privilégier, donc concertation avec les OS, pour parler non seulement des modalités du vote électronique, mise à disposition notamment de serveurs quand les agents n'ont pas accès au quotidien à un serveur, à un micro, accompagnement des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà. Il faut penser vraiment à ce que tous les personnels puissent accéder à ce vote. Et je ne vous cacherai pas que dans la plupart des administrations qui se sont lancées dans le vote électronique, il y a eu plus de choses qui ont été obtenues par les organisations syndicales que le seul vote électronique. Je pense en particulier à la transmission des professions de foi, à toute la communication en amont qui peut être faite par les syndicats, qui ont aussi été dématérialisées. Il y a eu un lien très fort établi entre le recours aux technologies de l'information et de la communication par les syndicats pour faire leur campagne et le vote électronique. D'ailleurs, parfois, les incidents qui ont eu lieu en amont à l'occasion du transfert, de l'envoi de professions de foi ont pu être mélangés avec les incidents sur le vote électronique à proprement parler. En réalité, en 2014, il n'y en a pas vraiment eu, des incidents sur le vote électronique. Dernière recommandation, et j'arrêterai là mon propos, la taille des tuyaux. Il faut vraiment penser à la taille des tuyaux, transmission d'informations. Alors peut-être que dans les établissements hospitaliers, le sujet est un peu moins compliqué qu'au ministère de l'Éducation nationale, mais quand 1 million d'agents se connectent en même temps pour voter, il peut y avoir des bugs. Quand il faut envoyer les professions de foi, mais là je parle de ce que j'évoquais précédemment, à savoir les échanges d'informations des syndicats vers les électeurs, quand on doit envoyer 1 million de professions de foi, les tuyaux parfois ne suffisent pas. Donc il faut là encore en discuter beaucoup avec les syndicats pour voir selon quelle modalité l'envoi se fera, de manière à ce que le principe d'égalité de traitement entre les différents candidats soit bien respecté. Donc beaucoup de sujets qui impliquent de réfléchir dans une logique pluridisciplinaire et d'associer organisations syndicales, experts juridiques, RH, informaticiens et le prestataire. Voilà. Bon courage. Avec du coup une petite question, on est relancé. Alors, ça sera une relance pour vous deux. Les équipes des DSI sont engagées dans les schémas territoriaux GHT et la construction des systèmes d'information territoriaux. Est-ce à croire que chaque établissement va avoir son propre dispositif de vote électronique à construire ? Alors, non, j'allais dire, parmi les... Parce que c'est une des spécificités, effectivement. Aujourd'hui, d'abord deux choses. On a entendu la satisfaction de plusieurs acteurs. Effectivement, vous savez que c'était un sujet qui était quand même... une acutisation assez extrême avec les organisations représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, que pour le coup, parfois nous sommes en avance, mais là, nous n'étions pas en avance sur ce sujet-là, que le dispositif, donc pour vous dire que le texte est actuellement à l'examen, donc il est passé devant le Conseil supérieur, il est actuellement à l'examen du Conseil d'État, et on envisage là aussi une parution rapide, parce que c'est vrai que les conditions n'ayant pas été réunies pour qu'un texte puisse passer fasse l'objet d'un avis au dernier Conseil supérieur d'avant les élections, c'est-à-dire de mémoire, Marie, c'était au mois de mars. Il y avait eu un engagement de la DGOS que la concertation serait poursuivie, mais que la démarche n'était pas abandonnée. Mais compte tenu de ce que Véronique Gander évoquait, c'est vrai que pour les élections de décembre 2018, maintenant on est dans un calendrier qui est un calendrier quand même, on en est conscient, mais voilà, on a fait au mieux, qui est un calendrier serré. Le texte, vous le verrez, il sera diffusé. C'est important que dès qu'il sortira du Conseil d'État, dès qu'il sera publié, que vous l'ayez là rapidement, puisqu'il ouvre la possibilité d'un vote exclusif ou non. Donc ça, c'est un des points d'équilibre. Après, il fera l'objet d'une circulaire complémentaire qui permettra d'éclairer un certain nombre de sujets d'interprétation. Mais en tout cas, nous, ce à quoi on vous invite, c'est que dès que le texte est paru, effectivement, voire même maintenant, enfin, pour ceux qui sont déjà tentés, parce qu'ils considèrent qu'ils ont une taille critique d'établissement suffisante, tentés d'implémenter le vote électronique, je pense qu'il est absolument nécessaire de commencer la démarche sociale et la conduite de projet.
Après, pour répondre à la question, le sentiment qu'on a, mais là c'est vraiment un sentiment, c'est qu'en l'état actuel et les établissements pris, j'allais dire abordant ce sujet individuellement et indépendamment les uns des autres, ça ne pourra présenter que d'intérêt que pour les plus gros établissements. Par contre, l'hypothèse d'une mutualisation de moyens, mais alors là, sur la base, dans le cadre d'un GHT ou non, mais peu importe, à la limite, les formules, mais pour mutualiser effectivement les ressources et l'appui sur des compétences techniques, nous semble être, pour les établissements qui sont intéressés, la bonne solution. Un dispositif par groupement ? Ça, c'est l'autonomie des établissements, c'est aux établissements d'en décider, évidemment. Oui, un petit remords. Donc, comme je l'indiquais, le vote électronique, ce n'est pas un sujet d'informaticien. Enfin, j'espère que vous avez bien compris. Point d'attention, point de vigilance sur la désignation de l'expert indépendant. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Donc, il faut bien anticiper les choses et le cas échéant, se mettre en capacité de se retourner si l'on n'en trouve pas d'expert indépendant qui doit obligatoirement certifier le dispositif, l'intégrité l'intégralité du dispositif. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué dans les discours introductifs l'appel à des réformes de fond. Marie-Cécile Mosselin des Rachats Sainte-Anne avait une question sur ce sujet pour vous, Madame Gröner, pour la DGFP. Oui, un sujet plusieurs fois évoqué dans la matinée, parce qu'on aime bien faire le buzz quand c'est possible au RRH. Même si prévenir l'absentéisme passe d'abord par la mise en question des organisations de travail sur le terrain, alors confirmer ou pas la réinstauration du jour de carence en 2018 dans la fonction publique ? Ce sera confirmé quand ce sera voté. Mais c'est déjà dans le projet de loi de finances. Donc avec une disposition prévue, alors je ne me souviens plus de l'article, j'ai pris mes anti-sèches, mais j'ai trop d'anti-sèches, donc là, joker. C'est bien dans le PLF, la rédaction est plus précise qu'en 2011, plus précise parce que le souhait c'était d'apporter des garanties au personnel. Je pense en particulier aux affections de longue durée, aux maladies chroniques, puisqu'il est prévu que la retenue ne s'organise qu'une fois durant les 3 ans. Homologie avec le régime général, le secteur privé, où c'est prévu par circulaire. On a préféré le mettre dans la loi. De la même manière, les interruptions avec reprise, mais qui durent moins de 48 heures au titre d'une même pathologie, sont assimilées à un seul et même congé maladie. Donc ça ne conduira pas à 2 jours de retenue. Bon, donc il est prévu de le rétablir. C'est bien dans le projet de loi de finances initial pour 2018. Ça s'applique bien aux 3 versants de la fonction publique, même s'il s'agit du projet de loi de finances qui, a priori, ne concerne pas habituellement le versant hospitalier, mais le Conseil d'État, qui a examiné la question, a bien considéré que pour respecter le principe d'égalité de traitement, s'agissant de dispositions aussi transversales, il était normal, voire indispensable d'un point de vue constitutionnel, que les dispositions applicables à l'État soient également applicables dans la fonction publique hospitalière. Donc, ce sera confirmé. Quand ce sera voté, on se prépare au débat. Merci beaucoup. Nicolas, une question sur PPCR ? Oui, la vie aujourd'hui des DRH est rythmée par l'attente de la publication des textes PPCR dans le cadre de ce protocole. Aujourd'hui, on entend des rumeurs, ou en tout cas des éléments de confirmation que le protocole PPCR pourrait être remis en cause. Quel calendrier alors pour 2018 ? Alors là, j'ai pas besoin de mon anti-sèche. Ma vie personnelle a aussi été fortement marquée par la mise en œuvre du protocole PPCR. Je crois que Madame Houssel pourra le confirmer. Ça nous a aussi un petit peu bouleversé nos organisations. Je vais reprendre très fidèlement les propos de mon ministre concernant PPCR. PPCR sera fait. Donc, pas de remise en cause de la cible. Pour autant,
il a indiqué lors du CCFP de juillet que le calendrier de ce protocole, dont je rappellerai qu'il est minoritaire, sera réinterrogé. La question est à l'étude. À ce jour, je ne peux pas vous donner plus d'informations. C'est déjà une réponse. Merci beaucoup. Aurélien avait une question pour la DGOS sur l'attractivité des personnels paramédicaux. Oui, dans un univers qui est aujourd'hui quand même très concurrentiel pour nos établissements, face aux établissements de santé privés ou à l'exercice en libéral, quelles pistes pouvez-vous nous proposer pour favoriser certains recrutements de professionnels, en particulier les professionnels de rééducation, pour lesquels nos établissements sont parfois en grande difficulté? Alors, je commence, oui. Sur la question de l'attractivité des professions paramédicales, et en particulier de la filière éducation, c'est une filière qui était dans une situation, vous le savez, quand même assez atypique. Assez atypique pour deux raisons. Un, la proportion de professionnels exerçant aujourd'hui à l'hôpital historiquement par rapport aux besoins de santé est quand même faible, voire très faible pour certaines des professions qui la composent. Et deux, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, jusqu'à il y a encore quelques semaines, ces professions étaient symboliquement, enfin et pas que symboliquement, parce que c'était les grilles qui en dépendaient, classées en catégorie B. Donc on ne peut pas considérer qu'au regard du niveau de responsabilité, au regard du nombre d'années d'études, de l'autonomie d'exercice d'un certain nombre de ces professionnels, le classement en catégorie B constituait, j'allais dire, déjà à la base, un facteur de reconnaissance et d'attractivité naturelle. Donc il y a un peu plus d'un an, il y a un travail qui a été conduit, une démarche qui a été engagée avec les professions de la rééducation, visant à essayer après les avoir analysés, de corriger un certain nombre de facteurs de manque d'attractivité. Et avec, on a parlé de la filière rééducation, mais j'allais dire après il y a des mesures qui ont été des mesures un peu différentielles selon les professions, 3 leviers qui ont été décidés et qui ont été activés. Le premier, c'est, pas dans l'ordre, mais peu importe, effectivement, le reclassement de l'ensemble des 6 professions qui étaient encore en catégorie B en catégorie A, avec, par ailleurs, pour ce qui concerne au regard des missions, de l'autonomie, j'allais dire, et du niveau de formation de ces professions, un décrochement à partir de 2018 et 2020 pour les masseurs-kinés, les orthophonistes et les psychomotriciens. Là, l'idée, c'était de dire, on reclasse tout le monde à partir de 2017 en catégorie A dans une grille qui est une grille des grades 1 et 2 des infirmiers en soins généraux, et une grille spécifique a été ensuite élaborée en interministériel pour repositionner les trois professions dont j'ai parlé progressivement sur une nouvelle grille qui couvrira l'amplitude des grades 1 à 3 des ISGS. Donc globalement, le niveau d'entrée sera celui du grade 1 des ISGS, mais l'indice sommital sera celui du 3e grade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a été décidé la création donc d'une prime d'attractivité qui est assez proche de la prime d'engagement de carrière hospitalière conçue pour les médecins, d'un montant de 9 000 € et qui serait ouverte aux MK et aux orthophonistes sur ces 2 professions-là, capées en nombre, puisque là, on n'avait pas la possibilité, ça fait partie aussi des arbitrages qu'il a fallu conduire en interministériel, à 130, un petit peu plus de 135, parce que 135, c'est-à-dire en moyenne une prime par GHT, par profession et par an, ce qui veut dire 135 pour les MK, 135 pour les orthophonistes, plus un petit quota pour l'AP. Comme ça ne paraît pas beaucoup. Sauf que quand on ramène... Non, mais quand on ramène... Aujourd'hui, il faut savoir, les orthophonistes, c'est à peine 800 dans la fonction publique hospitalière. Sur 2 ans ou sur 3 ans, c'est quasiment 400 recrutements que vous pouvez faire. Et 400 recrutements, au regard de la démographie de cette profession dans la fonction publique hospitalière, c'est forcément beaucoup plus que le nombre de professionnels qui vont, en tout cas du fait d'un départ à la retraite, quitter les établissements. Donc,
voilà, c'est peut-être pas, c'est sûrement pas, comment dire, le résultat que les professionnels attendaient, mais enfin, il y a donc, et le troisième sujet, c'est pour ces professions-là en particulier, l'engagement d'un travail sur la création d'un statut d'exercice à temps non complet, pour faciliter l'activité mixte entre le libéral et l'hospitalier. Voilà les 3 mesures principales qui ont été prises. Madame Groner, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur ce point? Juste compléter les propos de M. Alberton pour élargir un peu la focale, puisque la DGAFP est souvent confrontée à des demandes, alors qu'on qualifie de catégorielles, visant à améliorer la situation de personnel, en particulier quand on a du mal à les recruter, quand les employeurs sont confrontés à des problèmes d'attractivité. Je vais juste évoquer la loi de l'offre et de la demande, qui ne marche que lorsque le marché concurrentiel est purement concurrentiel. Quand le marché est très encadré par beaucoup de règles, quand les agents les personnes qui sont susceptibles d'accéder à ces missions sont limitées par un numerus clausus, par un nombre d'instituts de formation qui ne délivrent qu'une partie trop peu suffisante d'élèves diplômés. Bien, in fine, ce que j'appellerais la course à l'échalote, l'augmentation des rémunérations ne répond pas à un problème de pénurie. Voilà. Je pense en particulier à une difficulté à laquelle on est confronté dans la fonction publique de l'État qui concerne les médecins de prévention, que j'ai déjà évoqué, ou ce qu'on a constaté entre administrations de l'État, pas entre établissements. C'est une surenchère, une concurrence entre administrations qui propose des contrats, des rémunérations de plus en plus importantes à des médecins qu'on ne trouve pas. In fine, je ne suis pas certaine que le service public en sorte mieux, non pas grandi, mais en sorte plus efficace. Et je pense que les sujets d'attractivité, parce que l'attractivité, ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi la manière d'organiser le service. C'est quelle carrière proposer aux agents, quelles conditions de vie au travail proposer aux agents, et puis sur l'appareil de formation, mais tout en amont, peut-être réfléchir un peu au calibrage des diplômés qui peuvent sortir de ces écoles. Alors, bien sûr, vous avez raison, Mme Groner. Toutefois, toujours sur la politique d'attractivité, Emeline Lacroze avait également une question. Alors, je vais vous poser une question très concrète et pragmatique pour l'ensemble du personnel de la fonction publique hospitalière au sujet du logement. On a parlé d'engagement du personnel des hôpitaux et des établissements socio-médico-sociaux. On a parlé de reconnaissance, d'attractivité. Concrètement, pour le logement, il existe des dispositifs permettant un accès au logement facilité dans certaines fonctions publiques, notamment la fonction publique d'État. Pourquoi ça n'existe pas dans la fonction publique hospitalière et qu'est-ce qui est possible de penser, de mettre en place pour apporter un vrai plus pour nos agents? Alors, le logement a bien été identifié par mon ministre comme un sujet de préoccupation, une priorité sur laquelle il nous a invités à travailler. Je corrigerai un tout petit peu votre propos lorsque vous indiquez que dans la fonction publique de l'État, il n'y a pas de difficulté pour accéder à un logement. Je pense que si l'on interrogeait, allez au hasard, mais il ne faudra pas le dire à mes collègues du ministère de l'Éducation nationale, si on interrogeait de jeunes professeurs des écoles qui sont affectés, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ils pourraient peut-être considérer qu'il n'est pas si évident que ça, lorsqu'ils quittent leur Toulouse natale, de trouver un logement en Île-de-France. En réalité, ce que je pourrais évoquer, c'est d'abord la politique interministérielle d'accès au logement qui a marqué le pas. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les logements qu'on peut offrir dans la fonction publique de l'État ne correspondent pas aux attentes des fonctionnaires. Donc on s'est retrouvé jusqu'en 2012 avec des logements qui étaient réservés, mais qui n'étaient pas pourvus parce que les agents déclinaient les propositions qui étaient faites. Logements trop éloignés, logements dans des quartiers qui ne leur convenaient pas. Donc ça signifie que
la DGAFP a un petit défi, un petit challenge là, à relever, qui est de concevoir une politique du logement pour les fonctionnaires qui répondent mieux à leurs attentes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'une expérimentation, qui ne concerne pour l'instant que l'État, mais qu'on envisage bien d'étendre aux 3 versants, on travaille sur le logement intermédiaire, qui répond sans doute mieux parce que représentation inconsciente, parce que quand on est fonctionnaire, qu'on est diplômé, on s'attend à évoluer, je vais dire, peut-être dans certains quartiers, hein, parlons franchement entre nous. Donc c'est plutôt ce type de logement qu'il faut proposer aux agents. Bon. Après, je crois que dans d'autres versants sont peut-être mieux placés pour négocier en bilatéral avec la collectivité territoriale dans laquelle ils sont installés. Petite réservation de logements sociaux bien adaptés. Je pense qu'il y a d'autres solutions, il faut faire preuve d'agilité. Le terme est un peu à la mode actuellement, d'agilité, en faisant marcher les réseaux, en valorisant auprès des collectivités, auprès du maire, l'intérêt qu'il peut avoir de disposer sur son territoire de personnels paramédicaux, notamment, bien formés, de les attirer. Voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions et que c'est cette agilité sur un mode 3 versants qu'il va falloir utiliser. Mais en tout cas, l'expérimentation qu'on conduit, mais de manière très très modeste, hein, sur les logements intermédiaires, il est bien dans nos idées hein, de l'étendre, mais si ça marche. Il y a un vrai sujet de réactivité des employeurs, de capacité à envoyer le bon agent au bon endroit, parce que quand l'agent en question dit « non, j'en veux pas finalement », eh bien, le logement qu'on a un petit peu payé puisqu'on l'a réservé nous échappe. Alors, on a bien entendu votre appel à l'agilité, mais on a aussi également besoin d'agilité dans le dialogue social et on avait une toute dernière question sur le sujet. Je passe la parole à Marie-Cécile Mosselin. Oui, on a aussi évoqué plusieurs fois ce matin l'applicabilité du livre 4 du Code du travail à la fonction publique hospitalière. Je crois que ça a aussi été dit par M. Valtou ce matin, la conjugaison des 2 systèmes ne va pas sans poser problème dans la vie des instances et du dialogue social à l'hôpital. Je me permettrai d'ajouter que le problème est probablement un peu accru depuis la mise en place des GHT et des instances qui leur sont propres, avec les difficultés qu'un certain nombre d'entre nous rencontrons pour faire vivre les conférences territoriales de dialogue social. Dès lors, la question, quelles sont les perspectives d'application dans le secteur public des ordonnances prévoyant la fusion des instances représentatives du personnel ? Voilà. Je vais répondre à 2 niveaux. À 2 niveaux parce que la fonction publique hospitalière, comme vous l'indiquiez, est régie par des dispositions très, très spécifiques et à ce titre, je pourrais en réalité donner le micro à mon collègue Mathias Alberton pour vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que, alors là je prends mon anti-sèche, l'article 10 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 donc, prévoit que les dispositions du titre 1er du livre 6 du Code du travail sur les CHSCT demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance en tant qu'elle s'applique aux établissements publics de santé. Donc on voit que pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est celui d'un gel des situations. Pour autant, 2e niveau de réponse, on a déjà des élections professionnelles à organiser. Donc l'idée, en tout cas l'idée qui était celle de mon ministre, est de laisser le temps à ces élections de s'organiser et de ne pas remettre en cause, alors qu'on est à pas loin d'un an hein, de la date du 6 décembre, les instances en l'état. Même si on peut parfois se poser leur question de leur nombre qui ne résulte pas nécessairement d'ailleurs des textes, mais plutôt de pratiques, hein, de dialogue social, d'une histoire qui fait que beaucoup de scrutins organisés quand même dans les 3 versants de la fonction publique, et nous, ça nous pose vraiment question. Le chantier du dialogue social, des instances représentatives du personnel, est un chantier qui, je pense, ne sera pas mis de côté durant le quinquennat. J'évoquais précédemment, dans le cadre du lancement Action publique de 2022 et de la rénovation de notre cadre RH, je pense que le dialogue social, ça fait vraiment
directement partie du cadre. Mais le sujet ne sera pas évoqué uniquement en se focalisant sur CHSCT, CT, mais de manière sans doute plus générale, en écoutant ce que vont dire les agents publics, en écoutant ce que vont dire les usagers et peut-être aussi les employeurs. Voilà. Donc en termes de calendrier, je pense que c'est un sujet qui va nous mobiliser, mais plutôt après les élections professionnelles. Juste pour apporter une précision par rapport à la question, simplement pour aussi vous indiquer que la question était moins simple de toute façon dans les ordonnances qu'il n'y paraît. C'est-à-dire il y avait deux dispositions qui auraient été de toute façon compliquées, au-delà de la volonté d'avoir une approche interversant dans la fonction publique. C'était premièrement le périmètre d'habilitation de l'ordonnance, et deuxièmement le fait qu'il n'était pas juste, il n'aurait pas été juste nécessaire de dire que on procédait dans la fonction publique hospitalière comme dans la fonction comme dans le privé à une fusion des instances, parce que les instances en question n'étant pas les mêmes, ça aurait nécessité d'un dispositif totalement ad hoc et pas juste une disposition qui nous embarquait entre guillemets avec le privé. Voilà, c'est une petite précision complémentaire.